Mesdames, Messieurs, je vous retrouve pour cette édition d'information. Merci de rester avec nous. Séance de sensibilisation sur la problématique de la paix en période électorale ce mercredi à Parakou. C'était en présence de plusieurs sensibilités du tissu social. Une rencontre qui fait suite à l'étape de Savet dans le département des Collines. Session d'échange ce jeudi avec les membres des comités ministériels d'audit interne et des comités ministériels de maîtrise des risques. Ces cadres des différents ministères sont outillés pour assurer une gestion transparente des ressources publiques. Et puis, soutenance de thèse ce mercredi à l'Institut de mathématiques et de sciences physiques de Dongbo. Avec mention très honorable, Essessi Nouraimi devient ainsi docteur d'université en mathématiques appliquées. Voilà pour le sommaire. Le positionnement des candidats sur le bulletin unique pour la présidentielle du 11 avril prochain est connu. Le tirage au sort a été effectué ce jeudi à la Commission électorale nationale autonome Sénat. Nous reviendrons sur ces images dans quelques minutes. Plusieurs sensibilités du tissu social étaient présentes à la salle de réunion de la mairie de Parakou ce mercredi pour une séance de sensibilisation sur la problématique de la paix en période électorale. Et c'est une rencontre qui fait suite à l'étape de Savet dans les départements des Collines. Isaac Adjé, Boris Akissou nous en parle. L'échéance de la présidentielle de 2021 approche à grands pas. Pendant que certains partis politiques peaufinent les stratégies dans leur état-major, certaines franges de la classe politique se livrent à des propos tendancieux qui, à la limite, visent à troubler la paix. Face à cette situation qui ne doit être banalisée, il faut agir, surtout en cette période préélectorale et électorale. Le contexte et la période s'y prêtent parfaitement. Contexte parce que la réforme du système partisan au Bénin continue de connaître quelques difficultés de mise en œuvre et les populations à la base ne parviennent toujours pas à faire la part des choses. Du coup, il est toujours facile de les amener à des exactions qu'elles pourraient regretter plus tard. Période parce que les campagnes électorales sont pour bientôt. En la matière, Parakou est reconnu comme un foyer de tension et les politiciens en abusent à dessein. On doit réussir à enterrer définitivement cette image de nous. On peut bien ne pas apprécier une situation et choisir une forme honorable pour exprimer les ressentiments. Madame la première vice-présidente, c'est ce qu'il m'a paru important de dire en signe d'accompagnement à cette noble mission que vous accomplissez. Pour étouffer tout appel à la révolte populaire, presque toutes les sensibilités de la couche sociale étaient présentes à la salle de réunion de la mairie de Parakou. Nous sommes ici pour inviter les chefs d'établissement, les leaders religieux, les parents, tous ceux qui, de près ou de loin, ont des adolescents à leur charge, sont venus ici pour leur dire que rien ne dépasse leur vie. Que pour les élections qui s'annoncent, nous voulons que tout se passe bien. Nous voulons qu'il y ait élection dans la paix et la protection des vies. Nous ne voulons plus qu'à Savet, Parakou, Banter, après les élections, nos enfants tombent. Nous ne voulons plus qu'il y ait des emprisonnements. Nous voulons que tout se passe bien. Et il est possible que tout se passe bien si dès maintenant, nous ne commençons pas à parler à nos enfants. Si dès maintenant, les mamans mettent en garde leurs enfants. Si dès maintenant, les papas jouent leur rôle. Si dès maintenant, les directeurs d'établissement dans les collèges et lycées parlent aux enfants de
de la nécessité de la paix et de la nécessité pour eux de préserver les vies. Cette noble mission à laquelle la première vice-présidente de l'Assemblée nationale s'investit, elle entend la poursuivre partout où la paix est menacée afin d'étouffer les germes de violence dans le cœur des citoyens, souvent manipulés. Mariam Talata Zimé se fait donc apôtre de la paix ce mercredi. Elle a fait le tour de plusieurs palais royaux. Dans sa tournée de sensibilisation, la première vice-présidente de l'Assemblée nationale a invité ses autorités traditionnelles à être des relais de son message. On retrouve Isaac Adjé. La véritable culture de la paix se traduit plus par les actes. C'est ce qui justifie la tournée de sensibilisation des têtes couronnées et autorités traditionnelles de Parakou environ à la promotion de la paix. Cette initiative de Madame Mariam Talata Zimé, qui vise à garantir une présidentielle de 2021 apaisée, a pris corps au Palais Royal des Sanoué de Tchatchou, puis chez Sa Majesté au Loyer, représentant de la Fraternité mondiale des Ogboni dans le Septentrion. L'objet de notre présence ici, c'est de vous passer le message. Vous êtes déjà dans le combat pour la paix. C'est de vous dire que dans ce combat, nous sommes vos alliés, nous venons vous accompagner. Et qu'ensemble, nos voix portent pour qu'un grand nombre de Béninois comprennent que le bien essentiel, avant même la santé, c'est la paix. Parce que sans la paix, la santé prend un coup. Donc, nous venons vous dire notre besoin de partenariat dans ce combat pour la paix, afin que ni vous ne soyez seuls, ni nous ne soyons seuls dans ce combat pour l'essentiel. Et pour moi, la paix, c'est l'essentiel dans le vivre ensemble. Donc, nous avons fait le déplacement, Madame la ministre et tous mes autres collaborateurs, pour vous dire que pour cette période-ci et pour toutes les autres périodes, nous sommes avec vous dans le combat pour le vivre ensemble harmonieux, le vivre ensemble pacifique, le vivre ensemble qui nous permettra à nous tous de rêver et de penser à l'atteinte donc de nos objectifs. Que ce soit au Palais Royal de Sinagourou, de Guéma, de Ganou et de Wansirou, le message est le même. Un appel à la culture et à la promotion de la paix. Le passage de la première vice-présidente de l'Assemblée nationale et colistière du candidat Patrice Talon vient donner plus d'ardeur aux actions timides en cours. On doit tout mettre en œuvre pour que la paix y ait, pour que ces élections-là aient lieu. Ce pays-là, c'est pour nous. Nous allons tout mettre en œuvre pour qu'il n'y ait pas de désordre. Il y aura la paix. Surtout nos jeunes, on les sensibilise. Moi, j'ai déjà fait plus de 2 réunions dans mon quartier ici parce qu'il y a en gros au moins 10 quartiers. Je suis en train de passer par ces quartiers-là pour appeler les responsables, les sages pour leur dire qu'il faut qu'il y ait la paix pour ces élections-là. Nous souhaitons, comme elle a déjà pris la démarche, que nous exhortons que cette paix-là ait lieu. Et je pense que par les mains de nos ancêtres, Dieu va nous aider pour qu'il y ait la paix. Une vie perdue ne peut être remplacée, raison pour laquelle il faut la préserver en promouvant la non-violence en tout temps et en tout lieu. L'absence de paix, c'est source de détresse. L'absence de paix, c'est source de mal-être, de malaise. Et c'est source de destruction. Quand les destructions sont matérielles, on peut encore les gérer. Mais quand il y a destruction de vie, souvent c'est sans solution. Quand on perd une vie, on ne peut plus la récupérer. Un être cher perdu est perdu définitivement. Et on n'en guérit pas. On n'arrive jamais à définitivement faire le deuil de l'être cher qu'on a perdu. Et c'est parce que les choses sont comme ça qu'il faut s'éviter cela. Tout faire pour que, en tout, nous n'ayons pas regretté des pertes en vie humaine. L'enfant perdu ne peut jamais être remplacé. La femme perdue ne peut jamais être remplacée. Le mari perdu ne peut jamais être remplacé. C'est pour cela qu'il faut prévenir tout ce qui peut porter atteinte à nos vies. La sensibilisation de ce mercredi 24 février 2021 a pris fin chez le chef de terre de la cité des Kobourou au quartier Bébié.
Il faut ajouter que le gouvernement ne restera pas les bras croisés face aux appels à la violence en cette période présidentielle. Toutes les dispositions utiles sont prises pour prévenir et décourager les actes de nature à compromettre la paix en cette période électorale. L'assurance a été donnée par le ministre de la Communication et de la Poste, Alain Orula, ce mercredi, lors de ses réponses aux questions d'actualité après le Conseil des ministres. Je vous invite à suivre ses propos. Je voudrais vous rassurer et à travers vous, le peuple béninois, ainsi que l'opinion, que le gouvernement prend et prendra toutes les dispositions pour prévenir et décourager tout acte de violence ou d'appel à l'insurrection. Je voudrais également vous dire que les auteurs de tels agissements répondront inévitablement de leurs actes devant les tribunaux, car le Code du numérique interdit l'utilisation des réseaux sociaux à des fins criminelles. C'est l'occasion pour le gouvernement d'exhorter tous les acteurs politiques et par-delà eux, tous nos concitoyens, à promouvoir des comportements républicains, des comportements de paix. Car nous savons que certains politiciens, au lieu de porter les différends politiques devant les juridictions compétentes ou de privilégier des modes de règlement pacifiques, s'emploient plutôt à instrumentaliser les populations, à nouer des liens criminels avec des réseaux mafieux en vue de provoquer des troubles dans notre pays. C'est notamment dans ce cadre, comme vous avez pu en avoir écho, que le procureur spécial, près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, a entrepris d'écouter certaines personnes dont l'activité suspecte et les agissements répréhensibles commandent qu'elles s'expliquent devant la justice. En tout état de cause, le gouvernement prendra toutes ses responsabilités pour rassurer nos compatriotes, pour garantir un processus électoral paisible et surtout pour sanctionner avec la dernière rigueur tout auteur de troubles ou de violences à l'occasion de ces élections à venir. Je vous disais donc il y a quelques minutes que le positionnement des candidats sur le bulletin unique pour la présidentielle du 11 avril prochain est connu et le tirage au sort a été effectué ce jeudi à la Commission électorale nationale autonome. Aziza Kamou. Conformément aux dispositions du calendrier électoral qui prévoit le tirage au sort pour le positionnement des candidats inscrits sur le bulletin unique, les responsables de la Commission électorale nationale autonome Sénat ont convié les représentants des duos de candidats en lice pour la présidentielle du 11 avril 2021 à cet exercice. Après la publication de la liste définitive des candidats retenus pour prendre part à l'élection présidentielle du 11 avril 2021, le calendrier électoral a prévu le tirage au sort pour le positionnement des candidats sur le bulletin unique qui permettra à chaque citoyen d'accomplir son devoir civique. C'est à cette fin que nous vous avons conviés, dans laquelle nous avons mis des numéros 1, 2 et 3. Vous allez demander à chacun de vos représentants, ou bien c'est le candidat lui-même qui veut procéder au tirage. On va déjà vous distribuer un premier tirage pour voir le tour de passage. Et au regard de ce tour de passage-là, il y aura un second tirage pour avoir le positionnement sur le bulletin unique, qui va se présenter sous cette forme-là. Toujours dans un esprit d'équité et de transparence, il a été retenu que tous les logos aient la même forme et la même dimension. Au terme du tirage au sort qui s'est déroulé en toute transparence, c'est le duo Corentin Koroué-Irénée Agossa qui occupe la première position sur le spécimen unique, suivi du duo Alassane Soumano Djimba et Paul Hunkbe, puis en troisième position le duo Talata Talon. Nous avons choisi le chiffre 3. Ça veut dire que le chiffre 3 va nous conduire à la victoire. Et quelque part aussi, on dit dans les Saintes Écritures, donc le chiffre 3 signifie que nous serons les premiers après les élections du 11 avril. Donc je crois que ce chiffre 3 est un bon signe pour
le duo Talon-Talata. Je remercie Dieu, l'omniscient et l'omnipotent. Nous avons tiré le chiffre 2, qui est un chiffre divin. Nous serons le premier, le 11 avril. Le 2 va prendre la première place. Je tiens à remercier les autorités de la CEDA. Ça s'est passé de façon transparente. Il y a eu 2 tirages. Le premier tirage pour savoir qui va tirer. Premièrement, par rapport au positionnement sur le logo, nous avons tiré le numéro 1. Donc nous étions les premiers à tirer. C'est comme ça qu'on a tiré maintenant le chiffre 2. Donc sur le logo, nous serons deuxième sur le bulletin de vote. Ce que je demande au peuple béninois, les élections, c'est une fête. En attendant les résultats au soir de la présidentielle du 11 avril prochain, il est attendu des différentes chapelles politiques, des messages de paix et de cohésion. Retenez également que Paul Hunkpe et Alassane Soumanou ont été investis ce jeudi candidats du parti Foscori pour un Bénin émergent pour la présidentielle du 11 avril. Et c'était à la faveur du Conseil national du parti organisé au Palais des Congrès de Cotonou. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le chef d'état-major de l'armée de terre, le colonel Fructueux Baguidi, a procédé ce jeudi à l'ouverture du séminaire de réflexion des officiers du génie. Objectif donc revoir le fonctionnement du génie militaire qui a longtemps fait ses preuves au service de la nation. Stélia Padono. C'est pas une revue des troupes que le colonel Fructueux Baguidi, chef d'état-major de l'armée de terre, a lancé les travaux de ce séminaire des officiers du génie. L'initiative émane des responsables de cette structure de l'armée de terre et vise à réorienter le génie militaire qui a longtemps été au service du génie infrastructure au détriment du génie armes, ceci au regard des menaces terroristes dans la sous-région. La caractéristique complexe de ces menaces se définit par l'utilisation de plus en plus fréquente d'engins explosifs improvisés. Ces engins, généralement battus par le feu ou encore sous surveillance permanente, permettent aux factions ennemies de déceler leur mode opératoire conventionnel afin de mieux s'adapter aux faiblesses de nos unités au contact. Ce mode opératoire semble tourner le rapport des forces en leur faveur, ne serait-ce que pour un temps. Le génie militaire auquel vous appartenez, en conformité avec ses missions régaliennes, a longtemps fait ses preuves au service de la nation, délaissant quelque peu le cœur du métier, celui d'être utile aux autres armes de mêlée. Aujourd'hui, il est alors temps que vous fassiez véritablement vos missions de service au profit des autres unités de l'armée de terre. Celles devant concourir presque souvent à la réalisation de l'effet majeur du chef de la grande unité. C'est pour rester en phase avec cette vision que durant ces 2 jours, vous êtes appelés à réfléchir sur plusieurs thématiques. Les conclusions de vos réflexions définiront le futur du génie militaire béninois. Une cinquantaine d'officiers du génie et anciens chefs de corps prennent part à ce séminaire qui se veut un creuset de réflexion pour un génie militaire plus apte à appuyer les autres unités de l'armée de terre en cas d'attaque terroriste. Au cours de ce séminaire, il y aura 2 communications. La première portera sur l'état des lieux de génie militaire dans les forces armées béninoises. Et la seconde communication portera sur quel avenir pour le génie militaire béninois face aux nouvelles menaces de l'heure. Nous allons nous servir de leur expérience pour rebâtir un peu le génie, pour que le cœur du métier qui a été longtemps abandonné au profit des infrastructures, quand on parle de génie militaire, on ne voit que les constructions de routes, les constructions de bâtiments, les poses de pavés que nous faisons en ville. Mais il y a d'autres choses qui sont les missions régaliennes du génie même qui nous concernent. C'est dans ce cadre surtout que nous avons organisé ce séminaire de réflexion pour mieux appuyer les autres unités de l'armée de terre. La tenue de ce séminaire de réflexion coïncide avec la célébration de la fête patronale des officiers du génie.
Séance d'échange avec les membres des comités ministériels d'audit interne et de maîtrise des risques ce jeudi. Ces cadres vont être outillés sur la gestion rigoureuse et transparente des ressources publiques. Et la rencontre a connu la présence du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Stanislas Antanéon. C'est une séance d'échange avec les membres des comités ministériels d'audit et des comités ministériels de maîtrise des risques. L'objectif de la rencontre est de renforcer la sécurité, l'efficacité des directions centrales, techniques et autres structures rattachées sous tutelle des ministères au Bénin. Cette rencontre est une séance de sensibilisation, disons, des membres des comités ministériels d'audit interne. L'idée, c'est de renforcer le système de contrôle interne des ministères. Les ministères ont des objectifs, les ministres ont des lettres de mission pour mettre en œuvre les politiques sectorielles. Il y a des risques qui sont liés à ces missions-là. Et il faut s'organiser pour mieux gérer ces risques, pour pouvoir atteindre les performances. Alors la présentation que je viens de faire visait effectivement à montrer d'abord les enjeux de la réforme, et ses implications, d'une part, et ensuite le contenu de la réforme et la création donc, des structures comme le comité ministériel de maîtrise des risques et le comité d'audit interne, et puis ensuite les modalités pratiques d'opérationnalisation du comité d'audit interne. Pour le chef département, gouverneur et réforme du bureau d'analyse et d'investigation, la séance de sensibilisation vient à point nommé pour expliquer aux différents acteurs leur rôle, mais aussi et surtout présenter les innovations mises sur pied pour l'atteinte des objectifs. On a créé deux comités, les comités ministériels de maîtrise des risques et les comités ministériels d'audit interne. Le premier comité donc veille à aider les dirigeants, les managers à pouvoir identifier les risques et à organiser comment les atténuer, comment les éviter, comment les prévenir. Et le second comité, dont les membres sont entretenus aujourd'hui par ce séminaire, le second comité donc a vocation à superviser le travail du premier comité. Alors donc ces comités, les deux comités, d'abord le premier, c'est le comité de maîtrise des risques, a pour objectif de définir donc, la politique de contrôle interne et puis de s'assurer que la cartographie des risques est élaborée sur la base des objectifs de politique publique et qu'il y a des plans de remédiation qui sont en place. Et le second comité, qui est le comité d'audit, il travaillera sur la base donc, de la carte pour valider les plans d'audit, c'est-à-dire les priorités d'audit à faire. Et il faut dire ici que les audits sont vus dans le sens où c'est l'évaluation des dispositifs qui sont mis en place pour maîtriser les risques. Les autorités ministérielles présentes ont réitéré leur engagement à œuvrer pour les résolutions qui sont exposées dans le ministère en veillant à ce que chaque acteur joue sa partition. Développer des relations avec ces comités-là, et surtout ces personnes extérieures qui, a priori, devraient avoir un regard plus objectif, plus indépendant et moins impliqué, va nous aider à anticiper davantage et à maîtriser ces risques-là. Donc c'est très intéressant pour nous. Merci. Je comprends mieux ces outils. Je comprends après cette expo, je comprends mieux ces outils. Je promets aider tous les deux comités qui sont au niveau de mon ministère pour qu'ils soient vraiment très actifs. Lancement ce jeudi de la 3e édition de l'examen national de master au Collège d'enseignement général de Sainte-Rita. C'était en présence du secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Et au total, 486 candidats composeront le 25 et 26 février 2021. Suivez. La 3e édition de l'examen national de master a démarré ce jeudi 25 février 2021. Édition qui compte 486 candidats, dont 187 filles et 299 garçons issus de cette filière, à savoir marketing, communication et commerce, MCC, finance, comptabilité, audit, FCA, gestion des ressources humaines, GRH, transport logistique, PL, banque finance, BF, assurance, AS,
entrepreneuriat et gestion des projets EGP. Ces candidats sont répartis en 25 salles, de 14 à 21 candidats, selon la filière et la salle. Tout a été mis en œuvre pour garantir le bon déroulement des épreuves conformément aux tests en vigueur. Pour le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, la tenue effective de cet examen prouve l'engagement du gouvernement à œuvrer pour l'enseignement au Bénin. Cet examen devrait avoir lieu depuis juillet, mais il fallait le soubassement pour y arriver. Et c'est la décision, je vais dire personnelle, du président de la République qui nous a amenés donc à prendre les actes nécessaires pour continuer de faire cet examen. Nous ne pouvons pas passer sans la qualité de la ressource humaine si nous voulons transformer structurellement notre économie. Et c'est le secteur dans lequel nous sommes et tous les éléments sont pris. Je salue aussi tous les cadres du ministère, les fêtières et puis tous ceux qui interviennent dedans pour que nous y arrivions. Et nous allons y arriver certainement. Pour cette troisième édition, on note une baisse de l'effectif comparativement à celui de l'année 2019, où le nombre de candidats était de 766. Les mathématiques de la décision et l'économie, optimisation multi-objectifs, algorithmes et simulations pour la trimestrialisation du produit intérieur brut. C'est bien le sujet qui a fait l'objet de la soutenance de thèse de l'impétrant Essai Sinou Raimi ce mercredi à l'Institut de mathématiques et de sciences physiques de Dangbo. Le compte rendu avec Céline Govi. Un nouveau docteur s'ajoute à la liste des enseignants-chercheurs des mathématiques appliquées et de la recherche opérationnelle de l'Université d'Abomey-Calavi. Durant une vingtaine de minutes, l'impétrant Raimi Essai Sinou a exposé devant les membres du jury le fruit de ses travaux de recherche axés sur les mathématiques de la décision et l'économie, optimisation multi-objectifs, algorithmes et simulations pour la trimestrialisation du produit intérieur brut. Les membres du jury, présidés par le professeur Léonard Todjihunde, directeur de l'IMSP, et des rapporteurs Marie-Odila Tanasso, économiste démographe, Nadia Aïssi de l'Université Mohamed V du Maroc, estiment recevable sa thèse de soutenance. Le jury a apprécié donc, votre présentation. Vous avez fait un effort appréciable lors de la présentation pour rendre clair et concis le contenu des résultats. Le jury l'a beaucoup apprécié. Le jury également a noté que les résultats auxquels vous êtes parvenus sont assez originaux. Face aux nombreuses questions des membres du jury, vous avez eu des réponses appropriées et satisfaisantes. Le jury l'a noté. Et a également noté que le riche débat qu'il y a eu autour de la question suite à votre présentation témoigne en fait de l'importance et de la pertinence du sujet sur lequel vous avez travaillé. Le jury a décidé à l'unanimité d'accepter votre travail comme une thèse de doctorat unique dans la spécialité, dans le domaine des mathématiques appliquées, dans la spécialité recherche opérationnelle et optimisation, et vous décerne à partir de ce jour le grade de docteur de l'Université d'Abomey-Calavi avec la mention très honorable et les félicitations orales du jury. Plusieurs réflexions et analyses ont permis d'aboutir à ces résultats. L'impétrant explique l'intérêt d'un tel sujet de recherche. Nous avons travaillé sur les mathématiques de la décision et les problèmes économiques. En fait, tout au long des travaux, nous avons conçu un modèle qui permet de prendre en compte les interactions entre les différents acteurs en jeu. Et pour pouvoir faciliter l'utilisation, nous avons appliqué ça au domaine économique lié principalement aux comptes nationaux pour lesquels nous voulons désagréger, sinon trimestrialiser les informations annuelles qu'on produit souvent avec un retard. Et cela nous permet de faire des projections pour pouvoir prendre des décisions au moment adéquat et de façon judicieuse. À en croire Raimi Essai Sinou, les résultats de ce travail de recherche sont applicables dans plusieurs domaines dont la gestion et l'allocation des ressources, le réseau de distribution d'eau et les échanges commerciaux.
On finit avec le Zimbabwe qui a intensifié sa campagne de vaccination contre le coronavirus une semaine après avoir reçu 200 000 doses de vaccins chinois Sinopharm et 600 000 doses sont attendues le mois prochain. Reportage de nos confrères de CCTV+. Au cours de l'année écoulée, le docteur Tendai Chebva, médecin spécialisé dans les accidents du travail dans le plus grand hôpital de référence du Zimbabwe, s'est fié à son masque, à son désinfectant pour les mains et à la distanciation sociale pour éviter de contracter le coronavirus. Mais ce jour, elle reçoit un deuxième bouclier systémique, le vaccin Sinopharm. Cela ne signifie pas qu'après avoir été vacciné, on peut se relâcher et simplement cesser les précautions que tout le monde prend depuis un certain temps, mais on sait que son corps commence à développer des anticorps contre cette Covid-19. Il donne ainsi en quelque sorte l'assurance d'être protégé. Elle fait partie des dizaines de professionnels de la santé qui sont souvent confrontés à la pandémie et qui se font vacciner. Je travaille dans l'une des installations anti-Covid à Harare. J'ai vu des gens mourir littéralement devant moi. J'ai juste eu la chance de ne pas avoir été contaminé, mais j'avais besoin de ce vaccin pour me sentir protégé. La campagne de vaccination au Zimbabwe a commencé le 18 février, alors que certaines réticences de la population concernent les piqûres. Les autorités ont pris des mesures pour rassurer le public, affirmant que le gouvernement n'achètera que des vaccins efficaces et sûrs. Le gouvernement affirme avoir pleinement confiance dans le vaccin Sinopharm administré ici, mais insiste sur le fait que la décision de le prendre ou non se fait sur la base du volontariat. Le personnel de santé en première ligne exhorte ceux qui ont encore des doutes à suivre leur exemple. Les gens disent toujours beaucoup de choses sur les vaccins. Chaque fois qu'il y a vaccination, que ce soit dans les écoles ou ailleurs, on dit toujours beaucoup de choses, mais on parle en tant que fournisseur de soins de santé. Si nous voulons en tant que nation lutter contre la Covid, nous devons nous faire vacciner. C'est pourquoi je donne l'exemple. Je suis ici aujourd'hui, j'ai été vacciné parce que je veux que ce pays se débarrasse de la Covid. Le Zimbabwe prévoit de vacciner 10 millions de personnes, soit environ 60% de sa population. Cela, selon Harare, aidera le pays à obtenir une immunité collective contre le virus. Voilà qui referme cette édition d'information. Merci de nous recevoir chez vous. Programme que vous pourrez retrouver sur nos différentes plateformes digitales. Le site internet, c'est le www.etelebene.com, la chaîne YouTube et la page Facebook avec les identifiants Etelebene. L'application Etelebene est également disponible dans votre Play Store. Et juste après moi, suivrons le reste du grand soir avec les rubriques Covid-19, Info d'ici et d'ailleurs, WhatsApp pour info, la chronique du soir et ça se discute. À tout à l'heure pour ça se discute.